Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une figure historique assez glaçante, Erzsébet Báthory. Oui, la fameuse comtesse sanglante de Hongrie. Exactement, on est au tournant du XVIIe, une figure souvent comparée à Gilles de Rais en France. Tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie pas mal sur le livre de Valentine Penrose, La comtesse sanglante. C'est ça. Le contexte, c'est important, hein, la Hongrie féodale de l'époque, c'était assez rude, hein. Ah oui, très rude. Les guerres contre les Turcs, beaucoup de superstitions, et puis une noblesse avec des pouvoirs quasi absolus. Et c'est là-dedans qu'on trouve Erzsébet, issue d'une des plus grandes familles du pays. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir qui elle était vraiment. Démêler un peu le vrai du faux, quoi. Alors, Erzsébet, elle naît en 1560. C'est la branche d'Excède des Báthory, une famille très ancienne, très puissante. Illustre, mais... Oui, mais Penrose, la source, n'hésite pas à dire qu'il y avait une tare dans la famille. Elle parle de cruauté, de luxure, d'épilepsie, même de mariage consanguin. Ah oui, quand même. Un héritage un peu lourd. Ben oui. Son oncle, Étienne, a été roi de Pologne, mais il y a aussi sa tante Clara, connue pour sa dépravation. Et Erzsébet l'a fréquenté, apparemment. Oui, c'est ce que dit la source. Et il y a aussi un cousin, Gabor, prince de Transylvanie, réputé cruel lui aussi. Penrose suggère que cette lignée guerrière, cette mélancolie de l'époque, ça a pu jouer. Donc un terrain familial et une époque qui favorisait, peut-être. Enfin, qui n'aidait pas, disons. C'est un peu ça. Le pouvoir absolu, une possible hérédité, ça pouvait créer des situations assez extrêmes dans cette Hongrie un peu isolée et brutale. Et elle-même, Erzsébet, comment elle est décrite, sa personnalité? Penrose la dépeint comme très belle, mais d'une beauté froide, distante, arrachée hors du temps, dit-elle, obsédée par son apparence. Les changements de robe constants, le miroir spécial. Oui, ce fameux miroir en forme de bretzel, elle y passait des heures. Et puis il y a cette anecdote, bon, peut-être une légende, La goutte de sang sur sa main, qui lui aurait révélé un secret de beauté. c'est ça. Côté caractère, elle était apparemment taciturne, sujette à de grosses colères, des maux de tête. Penrose évoque un sadisme et même une possible homosexualité, peut-être liée à l'influence de la tante Clara. Il y a même une interprétation astrologique dans le livre, non? Sur son sadisme, Oui, elle analyse une configuration Lune-Mars-Mercure dans son thème astral supposé. C'est une interprétation de l'époque, enfin, vue par Penrose. mais cette cruauté, même si elle est avérée, est-ce qu'elle sortait vraiment du lot dans cette Hongrie si violente? C'est la question, oui. La société décrite par Penrose est très dure. Elle dit 2 siècles de retard sur l'Europe occidentale. Superstition partout, sorcellerie, Les disparitions d'enfants, ça n'inquiétait personne. beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas. Et la violence des nobles, c'était courant. Son mari, Ferenc Nadasdy, lui aurait appris une méthode horrible pour... Réveiller les servantes? avec du papier huilé enflammé. Oui, entre les orteils. C'est ce que rapporte Penrose. Donc la brutalité était là. D'accord. Mais les crimes d'Erzsébet, Là, ça dépasse quand même l'entendement, même pour l'époque. On parle de centaines de jeunes filles torturées, tuées. Plus de 600, avance Penrose. et les détails, c'est là que ça devient vraiment terrible. Oui, les piqûres sous les ongles, les brûlures avec des tisonniers, des fers, des cierges, les morsures, les mutilations, ou laisser des filles nues dans le froid ou enduites de miel pour les insectes. C'est atroce. Et elle avait des complices. Oui, principalement sa nourrice, Joman Ilona, une femme nommée Dorko, un nain, Fixco, et une lavandière, Katalin Beniewski. Penrose mentionne aussi des sorcières, Darvulia et Majorova, qui l'auraient influencée. Et les bonnes sangs? La grande légende? Alors ça, Penrose le précise bien. C'est une rumeur, une légende postérieure. Ce n'est pas prouvé dans les actes du procès. Par contre, une vierge de fer, cette machine de torture est mentionnée. Et comment tout ça éclate au grand jour? Fin 1610, les rumeurs sont trop persistantes. Le Palatin, György Surzo, qui est un parent par alliance et le plus haut dignitaire après le roi, lance une enquête. Et ils trouvent des preuves. Oui, ils investissent le château de Saïtien, ils trouvent des filles enfermées, torturées, des cadavres. C'est accablant. S'ensuit le procès, rapide, en janvier 1611. Mais Mais voilà, le point crucial, seuls les complices sont jugés. pas Erzsébet. Non, ni jugés publiquement, ni même interrogés. Officiellement, c'était pour préserver l'honneur des familles Báthory et Nadasdy, des noms trop importants. Et les complices, eux? Ils sont condamnés à mort, torturés d'abord, on arrache les doigts de José Gic et Ilona et d'Orko, puis brûlés vifs. Fisco est décapité, puis jeté au bûcher. Et elle, Erzsébet, sa peine. La prison à vie.
mais une prison particulière, emmurée vivante dans une pièce de son château de Sagité. Murée, vivante. Oui, avec juste une fente pour passer la nourriture. Interdiction totale de communiquer. Elle y meurt 3 ans et demi plus tard, en août 1614. Donc on est une noble hyper puissante dans une époque hyper violente, accusée de crimes inimaginables, mais qui, par son statut, échappe au jugement public. Ça laisse une impression étrange, non? Tout à fait. Une figure d'horreur, mais aussi pleine de mystères. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est frappant, je trouve, c'est comment cette femme, qui est clairement un produit de sa lignée, de son milieu, de son temps, Mhm. est devenue cet archétype quasi universel de la cruauté féminine. Au point qu'on ne sait plus trop où s'arrête l'histoire, documentée par les témoignages du procès, même s'il est incomplet. Et où commence le mythe, la légende vampirique? Exactement. Et ça pose question. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur le pouvoir, le genre, la justice dans cette Hongrie du XVIIe siècle? Et peut-être aussi sur notre propre fascination pour le mal absolu, quoi.